Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise le développement, l'agriculture et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, fondateurs de Oiseaux Bondissants, agence de production audiovisuelle pour la nature et les paysans. Dans cette émission audio, on donne la parole à ceux qui font vivre et évoluer ces thématiques. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes avec Quentin Ovise, ostréiculteur sur l'étang de Thau, à Metz, près de Sète. Véritable mer intérieure, l'étang de Thau est le plus grand plan d'eau d'Occitanie. C'est un milieu naturel sans équivalent en Europe qui possède une exceptionnelle diversité écologique permettant à plusieurs centaines d'espèces animales et végétales de prospérer, dont la palourde, l'escargot de mer, le muge, la grande nacre et surtout le fameux hippocampe moucheté de Thau. Quentin a reçu l'élevage des huîtres en héritage et c'est dans le mas ostréicole de ses parents qu'il a fait ses premières armes dès l'adolescence. Aujourd'hui, il est installé avec sa femme Emmeline au Mour-Blanc, le plus grand port ostréicole de Méditerranée. Ensemble, ils élèvent leurs meilleures huîtres avec une technique artisanale qui reproduit les marées, l'exondation. En 2020, leur travail a été récompensé par la médaille d'or du Concours général agricole de Paris pour leurs huîtres qu'ils nomment Moana. Cette reconnaissance leur a apporté une importante notoriété locale. Au cours de notre discussion, nous parlons de l'étang de Thau, de son patrimoine méconnu des Français qui associe généralement la production d'huîtres et de moules aux côtes atlantiques et particulièrement à la Bretagne. Nous évoquons aussi le parcours de l'huître, depuis le naissin jusqu'à la vente, et les qualités exceptionnelles de ce produit emblématique de la région. Si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast, à vous abonner et à parler de nous à vos proches. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Quentin. Salut. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi à Metz. Merci à toi. Enfin, chez vous avec Emmeline. Oui. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors moi, c'est Quentin, j'ai 27 ans, j'habite du coup à Metz, au bord de l'étang de Thau. Je suis ostréiculteur depuis bientôt 10 ans maintenant. Voilà, j'ai toujours fait ça. Quoi dire de plus ? Ok, donc t'es ostréiculteur au bassin, à l'étang de Thau. C'est ça. Donc vous êtes basé à Metz. Exactement, sur le Mour-Blanc exactement. Voilà, donc pour situer, c'est vraiment pas loin de Sète. Voilà, oui, la ville la plus connue du coin. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quel était ton parcours depuis peut-être le collège ? Ouais, du collège, classique, et ensuite je me suis orienté vers le lycée de la mer, qui se trouve sur Sète. Et pendant 3 ans, du coup, j'ai fait un bac pro culture marine. Et suite à ça, je me suis de suite lancé à mon compte, mais dans l'exploitation familiale. Du coup, j'étais dans le même mas que mes parents, mais j'avais mon exploitation, ma production. Et puis, juste après, je me suis lancé avec Emmeline. D'accord. Donc là, tu viens de nous dire que c'est une histoire de famille, l'ostréiculture chez les Ovise. C'est ça. Et est-ce que c'est ça qui t'a créé cette attirance pour la mer et pour l'élevage des huîtres ? C'est certain. Ça peut être que ça. J'ai toujours vu mes parents et puis le reste de ma famille. J'ai aussi une autre partie de ma famille qui était conchiculteur mais aussi pêcheur. Donc j'ai toujours baigné dans ce milieu. D'accord. Donc tu dis conchiliculteur, est-ce qu'on peut dire indifféremment conchiliculteur et ostréiculteur ? Alors ouais, conchiliculteur c'est vraiment l'élevage de coquillages plus largement. Et généralement sur le bassin de Thau c'est et les moules et les huîtres, surtout les huîtres. Et ostréiculteur c'est vraiment que les huîtres. Toi tu nous as dit tu as fait une lycée de la mer, donc c'était où ? À Metz ? Non, Sète. À Sète, d'accord. Ouais. Et est-ce que c'est une formation très spécifique pour devenir conchiliculteur ? Du coup, c'est un bac pro culture marine. C'est un bac professionnel classique. Ça demande quand même pas mal de technique, car c'est pas un métier si simple que ça. Et du coup, il y a un vrai savoir-faire. Ce lycée donne vraiment toutes les clés en main pour réussir ensuite. Et si tu avais eu envie, tu aurais pu continuer les études ou c'est parce que tu avais envie de devenir actif très vite ? Alors, il y a un peu en fait, j'aurais aimé continuer, mais j'avais aussi envie d'être actif super vite. Le seul souci, je pouvais enchaîner sur un BTS aquaculture, donc un peu plus poussé dans l'élevage, un peu plus général, surtout sur le poisson, etc.
Mais je suis tombé sur la mauvaise année. Comme il y avait peu d'élèves, là, c'était une session tous les 2 ans et j'étais à l'année où il fallait attendre 1 an en fait. Et j'ai dit non, je peux pas, je me lance. Parce que attendre 1 an, ça voulait dire quoi pour toi? C'était 1 an de perdu et je voulais pas perdre 1 an ou 1 an à rien faire, je pouvais pas. On l'a dit plusieurs fois déjà. T'es ostréiculteur sur l'étang de Thau, mais qu'est-ce que c'est l'étang de Thau? Alors l'étang de Thau, c'est pas vraiment un étang. C'est une lagune, il faut bien être précis là-dessus, car c'est ouvert à la mer. Donc cette lagune, on y retrouve quasiment 3000 tables conchylicoles. C'est une profondeur moyenne de 5 mètres. Et donc en fait, il y a quelques ruisseaux qui se jettent dedans. Et cette lagune, du coup, elle réunit vraiment tous les éléments nécessaires pour optimiser, j'ai envie de dire, la croissance des huîtres. Et du coquillage en général. On est vraiment sur un milieu extrêmement riche. Vraiment, on a toutes les conditions dedans idéales pour faire de bons produits, pour bien travailler. Donc on est dans de l'eau salée. Exactement, oui, de l'eau salée. Donc c'est un mélange avec l'eau des cours d'eau, plus c'est ça. Un regard sur la mer. Exactement, on a cette ouverture sur la mer, notamment on a l'entrée du port de Sète et aussi le canal de Marseillan. On a, je crois, si je dis pas de bêtises, il y a 7 petits ruisseaux. Et vraiment, on a donc et l'apport qui vient de ces ruisseaux, apport minéral et autre chose, et toujours une petite entrée de la mer. Mais le fait que ça soit aussi quelque peu fermé, ça permet, et qu'il y ait peu de profondeur, ça permet une grosse photosynthèse au niveau de l'eau. Et du coup, on a vraiment énormément de phytoplancton. Et du coup, c'est là où le coquillage va se développer vraiment énormément. Donc tu le dis là, on le sent, l'étang de Thau, c'est indissociable de la conchyliculture et surtout de l'huître. C'est vraiment... en Méditerranée, pour moi, c'est le noyau, c'est le centre. Aujourd'hui, je crois que c'est l'huître creuse qui est exploitée à l'étang de Thau. C'est ça. Est-ce que ça a toujours été le cas? Alors non. Au début, vraiment, il y a des dizaines et dizaines d'années de ça, il y avait l'huître plate. Alors elle n'était pas vraiment cultivée, elle était surtout pêchée. Elle vivait au fond de l'eau. Malheureusement, une maladie a un peu décimé l'espèce. Mais pas entièrement, elle a toujours été quand même un peu présente, mais vraiment elle s'est raréfiée énormément. Ensuite, suite à ça, a été introduit une huître qu'on appelait l'huître portugaise. Malheureusement, elle aussi a disparu à cause d'une maladie. Et maintenant, on a nos huîtres creuses, aussi appelées les huîtres japonaises, et encore aujourd'hui, on la cultive. Et maintenant, depuis quelques années, on arrive à refaire de l'huître plate, et ce qui est une très bonne nouvelle, car ça prouve que la qualité de l'eau est revenue. On a vraiment une superbe qualité d'eau, et en plus de ça, ça nous permet de retrouver ce coquillage d'antan qui est délicieux, qui est magnifique. Est-ce que tu peux nous raconter une journée type d'un ostréiculteur à l'étang de Thau, puisqu'il y a une grande différence avec ce qu'on peut trouver sur les façades océaniques? C'est vrai que nous, on a la chance de ne pas avoir les marées. Donc on organise nos journées un peu comme on veut, on n'a pas ce grand patron que sont les marées. Mais bon, après le procédé est un peu le même, on a toujours d'abord cette phase où on doit aller sur l'eau, chercher le coquillage, le ramener à terre, au mas, pour ensuite le travailler. Donc la journée type, je dirais c'est ça, on part en mer, on part sur l'étang, on récupère nos huîtres, on revient au mas, on les travaille, et on retourne sur l'eau les suspendre, tout simplement. Grossièrement, c'est ça. Donc vous partez avec un gros bateau? C'est ça, gros bateau ou même un petit si pour des petits allers-retours. Donc là, tu parles facilement de table à huîtres, de suspendre les huîtres, etc. Je pense que dans l'imaginaire collectif, ou en tout cas ce qu'on voit, c'est surtout les Bretons qui mettent les huîtres dans des grands paniers sur la mer qui les retournent, etc. C'est pas du tout comme ça que ça se passe à l'étang de Thau. Non, alors sur l'étang de Thau ou en Méditerranée en général, l'élevage est complètement différent. Donc, comme tu l'as précisé, nous on les suspend. C'est de l'élevage en suspension, c'est-à-dire que le coquillage, même les supports pour les coquillages ne touchent pas le sol. C'est suspendu, alors que du coup en Atlantique c'est vraiment posé sur des tables au sol, donc c'est de l'élevage en surélévation.
Nous, du coup, ça va être collé sur des cordes d'huîtres. C'est vraiment typique de la Méditerranée. Et le fait, du coup, de ne pas avoir les marées, elles restent immergées dans l'eau 24 heures sur 24. Et c'est ce qui permet un développement très rapide du coquillage. Le fait qu'elle soit 24 heures sur 24 dans l'eau en train de manger. Comment vous faites pour coller les huîtres sur des cordes ? Avec du ciment. Basique. Vraiment, il n'y a pas plus simple. On dispose les huîtres sur une plaque ondulée. Ensuite, on y dispose la corde par-dessus. On vient faire un petit chou de ciment avec une poche à pâtissier. Donc on est vraiment des pâtissiers de l'extrême parce qu'on fait des milliers de choux à l'heure. Et ensuite, on revient coller une huître par-dessus pour vraiment sceller le tout. Et une fois que tout est sec, on va suspendre les huîtres sous nos tables. Donc là, les huîtres, elles sont suspendues. Donc j'imagine qu'elles peuvent beaucoup plus facilement filtrer l'eau. Oui. D'une part, tu nous as dit aussi que elles sont 24 heures sur 24 dans l'eau. C'est ça. Et en plus, elles sont dans un milieu qui est extrêmement riche. C'est ça. Tu l'as dit tout à l'heure, parce que beaucoup de photosynthèse, plus l'apport des nutriments par les cours d'eau d'eau douce. C'est ça. C'est un énorme avantage pour vous. Ah, c'est un milieu qui est vraiment parfait pour l'élevage. Cette richesse fait tout en fait. Alors, il y a de grands débats sur ça, mais par exemple, si on ouvrait beaucoup plus à la mer, peut-être qu'on n'aurait pas autant de nutriments. Mais c'est vraiment l'étang réunit vraiment tout pour optimiser la richesse en fait du milieu. Et aussi, j'ai oublié de préciser, le fait de coller sur des cordes, ça nous permet aussi de les coller dans un sens bien précis. Et ça permet aussi aux huîtres de mieux se développer. Car lorsqu'on les met en vrac dans des pochons, elles sont un peu dans tous les sens, on ne peut pas trop gérer la disposition des coquillages, mais le fait de les coller, les mettre en fait ce qu'on appelle le bec communément en haut et le reste de l'huître en bas, il faut savoir qu'en fait la bouche de l'huître se trouve vraiment au niveau de ce bec. Et du coup, au niveau de quand elle se nourrit tout simplement, la digestion se fait beaucoup plus naturellement et du coup elle se développe beaucoup plus vite. Voilà. D'accord. Là, tu nous décris toute une technique de pâtissier, de mettre l'huître dans le bon sens. Donc, c'est huître par huître. Donc, c'est une manipulation énorme. Ah oui, de toute façon, dans notre métier, toutes les huîtres se manipulent une par une. C'est assez rare qu'on peut faire vraiment du gros travail d'un coup. C'est toujours huître par huître, de toutes les tailles à chaque fois. C'est un métier très long, très minutieux. Le bébé huître, on appelle ça un naissin. Ouais, naissin d'huître. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire son cycle de vie entre le moment où avant que vous le receviez, oui, et jusqu'au moment où vous allez le vendre? Alors, avant de le recevoir, son cycle de vie, donc pendant la fécondation des œufs dans l'eau, enfin donc des gamètes, ce sont des larves du coup qui vont se développer dans l'eau. Celles-ci vont se balader pendant quelques jours dans l'eau. Elles vont chercher un support, le support idéal pour se fixer. Et c'est à partir du moment où elles sont sur ce support qu'elles vont vraiment se développer et prendre cette forme d'huître qu'on connaît. Ça, généralement, il y a différentes techniques. Ce sont ou les écloseries en milieu fermé qui s'en occupent, ou alors dans des gisements naturels, on installe des capteurs. Et là, naturellement, le coquillage va venir se fixer dessus. Donc vous fournissez en écloserie? Alors, et en écloserie et en captage naturel aussi. Vraiment en milieu naturel. Et en milieu naturel, vous partez avec des palmes et un tuba et une épuisette? Alors, c'est pas moi qui m'en occupe, mais c'est vraiment encore un autre métier. Eux ont tout le matériel nécessaire, donc ils ont ce qu'on appelle des coupelles, ou alors des tuiles Cholet, ou alors d'autres supports en fait. Eux, ils viennent avec un support vierge, ils le mettent dans l'eau au bon moment, parce que ça se joue vraiment parfois à quelques heures. Il faut pas mettre un support trop propre, mais pas trop sale non plus. Enfin, il y a toute une technique. Et donc les huîtres vont venir se fixer naturellement parce qu'elles vont trouver ce support idéal pour se développer elles plus tard. Vous avez les naissins qui arrivent au mas. Oui. Et donc le naissin arrive au mas et là on attaque. Alors si on part du principe que là on a acheté du naissin d'écloserie, donc c'est vraiment le tout petit naissin qui fait environ 6 mm. On va attaquer la phase de pré-grossissement. Donc la phase de pré-grossissement, ça consiste tout simplement à introduire les huîtres dans des perlenettes ou des lanternes. Ce sont comme des paniers avec une maille toute petite. Ensuite, on va aller suspendre donc ces perlenettes ou lanternes dans l'eau.
et on va attendre qu'elles grandissent jusqu'à la taille nécessaire pour le collage. Ensuite, lorsqu'on vient coller nos huîtres, là on attaque notre phase de grossissement. Et donc là, c'est vraiment là on y touchera quasiment plus jusqu'à la taille commercialisable. Et ensuite, on attaquera ce qu'on appelle le détrocage, le triage, l'emballage, etc. Tout à l'heure, on a dit que sur les temps de taux, il n'y avait pas de marée. Donc c'est un énorme avantage pour faire grossir les huîtres plus vite, pour pouvoir organiser ses journées, etc. Mais du coup, les huîtres, elles ne sont pas soumises à ce rythme des marées, elles ne sont jamais à l'extérieur. Mais il y a une technique qui est développée avec les temps de taux pour simuler ça. Comment ça s'appelle ? Alors, cette technique qui est assez nouvelle, j'ai envie de dire, mais qui existe depuis assez longtemps aussi, c'est l'exondage. Donc l'exondage, c'est le fait de sortir les cordes d'huîtres de l'eau. En fait, à la base, c'était vraiment pour faire sécher les cordes d'huîtres, car vous imaginez bien que lorsqu'on laisse une corde d'huître dans l'eau, il y a énormément d'algues qui viennent se fixer dessus, parce qu'il y a énormément de vie, donc c'est normal. Et en fait, c'était une technique utilisée avant pour vraiment gagner en temps. Sur le détrocage ensuite, donc comme ça on avait notre corde d'huître qui était bien propre, et en faisant ça on s'est rendu compte que l'huître, la coquille était plus dure, elle avait souvent un taux de chair un peu plus haut, et en fait petit à petit est venue cette technique qu'on a appelée ensuite l'exondage, et c'est vraiment le fait de recréer les marées manuellement en sortant les cordes d'huître de l'eau, mais pas tous les jours, mais plutôt toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Mais des marées un peu plus longues, par exemple de 24 à 48 heures. Voilà. Donc là, on a le meilleur des deux mondes. On a à la fois tout le caractère nutritif de l'eau de l'étang de Thau. C'est ça. Plus d'être soumis aux marées. Là, du coup, on a une qualité d'eau exceptionnelle, en termes de nutrition incroyable, et du coup le fait de recréer cette marée à une cadence un peu différente, en plus l'huître va vraiment se mettre à faire ces fameuses réserves en se disant oh là là, il y a une grande marée, il faut que je fasse des réserves dès que je suis à l'eau, et là on va avoir un taux de chair vraiment énorme. Du coup vraiment on a réussi sur cet étang à optimiser vraiment et le milieu et la méthode. Et c'est ce qu'on recherche sur une huître, qu'elle ait beaucoup de chair ? Alors, pas forcément, il y a des goûts qui aiment l'huître fine, enfin, il y a des personnes qui aiment l'huître fine, mais pour nous, j'ai envie de dire sudistes, une huître bien pleine, c'est signe de qualité. On simule les marées, on les sort de l'eau. Comment ça se passe, comment tu le fais ? Est-ce qu'il faut le faire régulièrement ? Alors, généralement, lorsqu'on suspend une corde d'huître sur nos tables, on utilise un nœud qui est très très simple, qui est facilement détachable. Du coup, en fait, nos structures de base, elles sont fixes. Et vraiment, lorsqu'on veut faire de l'exondage, on va modifier un peu la structure de notre table. On va y installer des perches rondes et rotatives. Du coup, nos cordes, on peut pas faire de nœud classique, il faut surtout pas qu'ils glissent. Du coup, on va modifier le nœud. On va faire un nœud avec un système à plusieurs tours pour surtout pas qu'il glisse, et à l'aide d'une roue on va venir sur l'extrémité d'une perche faire tourner cette roue. Du coup toutes nos cordes vont se lever, et ensuite on va bloquer cette perche pour pas qu'elle bouge, et on laisse nos huîtres suspendues comme ça à l'air libre pendant plusieurs heures. Et ça, c'est combien de fois qu'il faut le faire ? Toutes les semaines ? Toutes les semaines, c'est très bien. Une fois toutes les 2 semaines aussi. Après il faut vraiment aussi s'adapter à la période, à la météo, parce que quand il y a un vent comme aujourd'hui à 100 km/h, il faut éviter de le faire, c'est un coup à se faire exploser la table, elle va s'effondrer avec le vent. En plein été, il faut pas le faire non plus en pleine journée trop longtemps, parce que il fait très très chaud. Mais aussi c'est un moment où il faut peut-être le multiplier, mais en faisant moins longtemps, parce que c'est le moment où l'eau est très très riche en nutriments. L'hiver, on peut le faire une fois toutes les 2 semaines, c'est moins grave. Enfin, c'est vraiment, faut s'adapter, c'est vraiment une méthode où il faut observer un peu ce qui se passe dans le milieu. Mais une fois par semaine, en règle générale, c'est très bien. Et d'adapter les tables pour pouvoir faire de l'exondage, est-ce que c'est un gros investissement ? C'est un investissement. C'est assez coûteux, parce que juste sur le prix du métal et la main-d'œuvre, ça coûte très vite cher. Mais si derrière on arrive à valoriser son produit et du coup à le vendre un peu plus cher,
ça reste assez rentable. Mais sur le coup, quelqu'un qui se lance, ça va être compliqué pour lui de suite investir là-dedans, car ça reste assez coûteux. Donc maintenant qu'on a planté le décor de l'étang de Thau, de l'ostréiculture, etc., est-ce que tu peux nous parler du MAS Quentin et Emmeline ? Alors le MAS Quentin et Emmeline, il n'est pas si vieux que ça. Il doit maintenant avoir 4 ans à peu près. Donc comme je l'ai dit au tout début, moi ça va faire 10 ans que je suis dans ce métier. Mais au début j'étais dans l'exploitation familiale. Emmeline m'a rejoint en cours de route. Et après on a décidé du coup de partir à l'aventure que tous les deux. Et dès qu'on a trouvé ce MAS, on dit allez c'est le bon, celui-ci il est bien placé, il est parfait. Et donc ça va faire maintenant 4 ans qu'on est dedans. Et ça fait 4 ans qu'on développe nos idées un peu différentes des autres parfois. Et on s'épanouit très bien dans ce MAS. Donc les idées un peu différentes des autres. Donc vous êtes au Mour-Blanc. C'est ça. Donc c'est le plus grand port ostréicole conchilicole de Méditerranée. C'est ça. Vous avez un produit en particulier, et pourquoi vous êtes connu, c'est l'huître Moana. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors la Moana de Thau, c'est notre huître, c'est une huître exondée. En fait, c'est parti d'une idée toute bête. C'est Emmeline qui m'a dit un jour, j'aimerais bien faire des huîtres qui sortent un peu du lot. Il me dit, est-ce que tu penses que c'est possible ? Et moi, avec mon expérience, le lycée de la mer, etc., je suis oui, c'est possible. On peut essayer, il y a aucun souci. Et du coup, j'ai commencé avec Emmeline à lancer nos petits tests d'exondage parce que du coup, on partait un peu de rien. Il y en a très peu qui le font. Et le peu qui le font, au début, ne disaient pas trop comment ils faisaient, car c'était vraiment un peu le début. Et du coup, de fil en aiguille, on a réussi à faire une huître vraiment d'exception. Et on en est là aujourd'hui. L'huître, elle est très demandée. Les clients en sont très satisfaits. Et puis nous, on est trop heureux de la faire et de la vendre. Donc c'est toujours l'huître creuse de Thau, mais votre méthode d'élevage, elle est un peu particulière. C'est ça. En fait, ça reste une huître. Ce n'est pas une variété différente. C'est vraiment la méthode d'élevage qui va tout changer. Est-ce que tu peux nous décrire exactement ce qu'elle a de particulier ? Alors, la particularité de la Moana, ou même des exondés en général, on aura déjà une coquille qui va s'onduler. Donc, au lieu d'avoir une huître très homogène au niveau de la rondeur, elle va être un peu avec des espèces de vagues, donc vraiment une ondulation très jolie. Au niveau de la couleur aussi, on va retrouver beaucoup de rose, une huître beaucoup plus claire, une coquille très très dure et surtout le plus important, un taux de chair énorme, un muscle qui est beaucoup plus gros du coup. Ce qui va apporter un côté sucré à l'huître, parce que le muscle de l'huître, c'est vraiment ce qui amène ce côté sucré. La texture de l'huître aussi va être beaucoup plus ferme, beaucoup plus croquante, et puis un goût aussi beaucoup plus important, beaucoup plus iodé. Enfin, c'est vraiment un délice. Et c'est un produit d'exception aussi parce que pour le temps que vous consacrez pour son élevage. C'est ça. Bah du coup. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut environ toutes les semaines aller les soulever, alors qu'une huître traditionnelle, on va la laisser grandir tranquillement jusqu'à sa taille commercialisable. Du coup, imaginons qu'il me faut 1 an d'exondage, il faudra que j'aille les travailler 50 fois plus que les autres. Ça demande du temps de travail, ça demande beaucoup plus d'efforts, mais le résultat au bout est magnifique, donc ça vaut la peine. Et dans cette même démarche, vous essayez de développer des nouvelles variétés d'huîtres ? Oui, du coup en variété, ça fait donc quelques années qu'on arrive à refaire de la plate et on a décidé aussi avec Emmeline de se lancer dedans. Et c'est la première année où on arrive à faire de l'huître plate et on en est très, très content. Là pareil, on partait de rien. Normalement c'est une huître qui vit au fond de l'eau, qui se cultive pas trop. Alors du coup pareil, on s'amuse à faire des tests, à les coller dans plusieurs sens, à les mettre dans des poches, à les mettre dans des casiers. Et on a réussi à en faire. Le résultat est superbe aussi. Quel est l'intérêt pour des ostréiculteurs de faire aussi des moules ? Alors l'intérêt, les moules se vendent bien, hein, donc forcément c'est important d'en faire. À l'époque vraiment en Méditerranée,
que ce soit sur l'étang d'Auto ou ailleurs. On était indépendant au niveau des moules. On a eu un gros souci, encore un peu présent aujourd'hui, ce sont les dorades, qui ont un peu sous-décimé, surtout sur les filières en mer, donc un peu de l'autre côté de l'étang. Du coup, on est devenu un peu indépendant de l'Espagne et l'Italie, ce qui est un peu dommage parce qu'on a un produit local qui est super. On est devenu un peu dépendant du coup. Ouais, on est un peu dépendant, on est même complètement dépendant de l'Italie et de l'Espagne, ce qui est dommage, mais heureusement il y a de belles initiatives dans les années à venir pour relancer cette production de moules, pour enfin devenir indépendant. Est-ce que vous arrivez à vous battre contre les imports justement d'Espagne et d'Italie? Est-ce qu'il y a une clientèle pour des produits de qualité? Est-ce que déjà votre moule est de meilleure qualité que ce qu'on trouve généralement au supermarché? Et est-ce que vous arrivez à concurrencer les imports? Alors honnêtement, concurrencer un géant comme l'Espagne, qui est le plus gros producteur d'Europe en moule, ça va être compliqué. Mais par contre, il y a une réelle demande sur le produit de qualité et local surtout. Les clients recherchent vraiment aujourd'hui un produit local, en circuit court. Et moi-même, je suis prêt à dépenser un peu plus si c'est un produit qui vient de chez moi, à côté de chez moi, que quelque chose qui vient de je ne sais où en Europe ou ailleurs. Vraiment, il y a une vraie demande à ce niveau-là. Après, c'est sûr qu'en termes de quantité ou de prix, on sera toujours peut-être un peu comment dire, au niveau de la quantité, je pense pas qu'on puisse faire plus que. Et au niveau du prix, on sera peut-être un peu moins intéressant, mais voilà, on aura un produit qui sera local et de très bonne qualité. Donc en termes de qualité, tu penses que la moule que vous produisez à Etanto, ça n'a rien à voir avec la moule importée d'Espagne? Moi, honnêtement, j'aime bien les moules d'Espagne, mais celles de chez nous, honnêtement, ont comment je pourrais dire ça? Elles ont vraiment un goût un peu différent. Même la forme est un peu différente. En termes de qualité, les deux se valent, mais ça sera toujours plus agréable. Et même sanitairement parlant, c'est toujours plus rassurant de se dire c'est à côté de chez moi qu'un produit qui a traversé 2 pays en camion. Donc forcément, la qualité, ça va y jouer un petit peu. Alors, on parle de qualité. Est-ce que c'est bon pour la santé de manger des coquillages? Alors c'est excellent. C'est riche en protéines, ce n'est pas gras, c'est riche en zinc. Si on est sportif, c'est idéal. Donc on peut y aller là-dessus, on peut en manger autant qu'on veut, il n'y a aucun souci. Et est-ce que tu as réussi à convertir ton équipe de rugby à manger des huîtres avant un match? Alors avant un match, non. Mais après une troisième mi-temps, ouais, ça se fait beaucoup. Après un bon apéro, quand on a la tête un peu en vrac, ça fait du bien aussi. Mais c'est assez marrant parce que dans notre équipe, on est beaucoup d'ostréiculteurs, forcément. Donc on est pas mal à en manger. Et je crois qu'on est d'ailleurs l'une des seules équipes dans le coin, lorsqu'on fait des réceptions, on offre des huîtres aux autres équipes. Comment est-ce que parce que ça fait énormément de production d'huîtres, ça fait à peu près 12 000 tonnes, moi, c'est ce que j'ai vu. Peut-être un petit peu moins cette année, mais c'est ça, ouais. 12 000 tonnes pour les ostréiculteurs de tous les temps. Ouais. Comment est-ce qu'ils font pour vendre et comment vous vendez? Alors, principalement sur les temps, ce sont beaucoup de petites productions familiales, donc c'est beaucoup de ventes en direct. Alors, principalement sur les marchés. Ou alors directement en masse. Et maintenant, aujourd'hui, un petit peu en dégustation. Ça se développe de plus en plus. Nous-mêmes, on a un projet d'en faire une, car on trouve ça très intéressant. Mais voilà, la plupart de la production de Etanto se vend en vente directe. Donc l'essentiel se vend en vente directe, ça oui. Part pas à la criée ou dans les poissonneries ou ce genre de choses? Sur les Tantos, ça reste vraiment la vente directe. Après, forcément, on a quelques gros qui vont vendre un peu partout en Europe, voilà, chez des marailleurs justement, ou en grande surface. Mais ça reste quand même, le plus gros reste la vente directe. Et vous, votre stratégie de distribution, qu'est-ce que c'est? Nous, c'est la vente directe aussi. Alors c'est vraiment un choix, on n'aime pas trop travailler avec de gros circuits, on aime avoir vraiment nos clients en face de nous, voir
lorsqu'ils sont satisfaits du produit, c'est très valorisant pour nous, c'est satisfaisant aussi. Et alors ça demande un peu plus de travail, mais aussi ça permet de gagner un tout petit peu plus sur le coquillage, parce que forcément quand on passe par un mareur, il faut tirer les prix au plus bas. Donc c'est un choix, ça demande plus de travail, car il faut partir sur les marchés, ou alors faut faire une dégustation, il faut prendre du temps en masse pour servir les clients, mais ça en vaut la peine. C'est satisfaisant pour nous, c'est valorisant, et ça nous permet de gagner un petit peu plus aussi. Et réussir à attirer les clients pour qu'ils viennent jusqu'au MAS pour faire une dégustation ou pour fidéliser une clientèle, ça demande tout un investissement en communication. Alors, tout cet investissement-là, je ne suis pas le professionnel dans ce domaine, mais c'est surtout Emune qui s'en occupe. Donc ça demande beaucoup d'investissement en temps, surtout. S'occuper des réseaux sociaux. Vraiment, le but aussi de tout ça, c'était de faire découvrir aux gens notre métier, parce que ça reste un métier un peu méconnu. Parfois, on pense que l'ostréiculture, c'est on se balade au bord de la plage, on ramasse quelques coquillages et puis on part avec notre panier vendre sur les marchés. Mais c'est pas aussi simple que ça. Donc, ça permet aux gens de nous découvrir, et en plus de ça, de nous découvrir à nous et de découvrir le métier. Mais aussi, en plus de l'envie de faire découvrir le métier, c'était pour vous une réponse à la crise sanitaire du Covid. Donc ça vous a permis de vous en sortir. Ça a été notre outil essentiel pendant la crise du Covid. Avant la crise de Covid, on tenait nos réseaux sociaux en postant quelques vidéos explicatives du métier, etc. Et forcément, la crise arrive, les marchés ferment. Nous, du coup, on se retrouve avec notre stock de coquillages à l'eau, et on pouvait plus le vendre, on n'avait plus de revenus. Et c'est Emune qui a dit on n'a qu'à mettre un message, on va faire un petit post en disant qu'on va faire de la livraison à domicile autour du bassin de Thau. Et ça a été un succès phénoménal. D'une part parce que on était les premiers à proposer ça, et d'une autre part parce que les gens étaient chez eux et n'avaient que ça à faire, du coup, de commander coquillages ou autre. Et ça a été vraiment, je pense, ça a été ce moment-là où on a commencé à se faire connaître. Du coup, les gens ont commencé à connaître nos produits, ont commencé à nous suivre sur les réseaux. Et puis derrière, il y avait vraiment aussi une démarche, comment je pourrais dire ça ? Mince, j'ai oublié, je perds mes mots. Une démarche solidaire, voilà. Une démarche solidaire pendant cette crise, et ça a été vraiment, j'ai envie de dire, dans ce malheur, ça a été aussi un petit tremplin en communication. Et puis c'est là où on a compris l'importance de la communication aussi, et surtout au niveau des réseaux sociaux. Oui, parce que vous communiquez en faisant quelques photos et des petites vidéos sur le quotidien prises sur le vif. Ça. Du coup, les gens, ils sont attachés, et ils ont un intérêt en particulier à vous commander à vous, en plus de la qualité de vos produits. C'est ça. En fait, du coup, on leur permet de faire découvrir ce métier, et ça crée un lien un peu plus proche. Du coup, ils se sentent, ils comprennent mieux comment ça fonctionne, et du coup, ça leur donne envie de passer par nous pour commander aussi, parce que vraiment, c'est un très bel outil, et ça nous a beaucoup aidé. Parce que même quand vous vous déplacez sur les marchés, c'est pas suffisant pour vraiment vous faire connaître, et pour que les gens comprennent que c'est vous les producteurs, comment vous travaillez, etc. Surtout quand on est très jeune. Moi, j'ai commencé très très jeune aussi les marchés, et ça a été compliqué de faire croire à des gens que j'étais producteur, parce que dans l'imaginaire des gens, j'ai envie de dire que le producteur de coquillage, c'est un peu comme un pêcheur, c'est quelqu'un un petit, un peu crapule, un peu vieux, avec l'accent surdéveloppé, mais non, c'est vraiment à tout âge, et vraiment il a fallu presque faire nos preuves pour faire voir qu'on était vraiment producteur. Et les réseaux, ça a été super pour ça. Et avec le MAS Quentin et Meline, vous êtes tellement spécialisé dans votre huître Moana que vous exportez même à l'international. Oui. Alors ça, c'est vraiment après avoir remporté une médaille au concours général agricole en 2020. Du coup, on a vraiment... le fait d'avoir gagné cette médaille, ça a vraiment... ça a prouvé qu'on savait faire de l'huître de qualité. Et derrière ça, ça nous a ouvert plusieurs marchés.
Donc un marché italien sur les produits un peu luxueux, et pareil en République tchèque. Et donc depuis plusieurs mois maintenant, bientôt 1 an, on exporte donc en Italie et en République tchèque. Mais surtout de la Moana. Et comment ça se passe? C'est une personne qui vient chercher des bourriches d'huîtres et qui repart en camion, ou c'est... Alors, pour la République tchèque, c'est comme ça. C'est carrément le monsieur qui se déplace pour ensuite... Alors bon, il vient pas que pour nous, il récupère aussi du vin, du saucisson, enfin vraiment des produits locaux d'Occitanie et de qualité. Et pour l'Italie, lui, c'est différent. Lui, c'est un livreur qui vient et ça part directement chez lui. Et lui, après, redistribue dans les poissonneries. Donc l'huître, c'est un produit, un coquillage qui supporte bien de voyager? Oui, les huîtres, surtout quand elles sont bien emballées, tiennent facilement 1 semaine. On dirait pas souvent, même quand on en vend l'été sur les marchés, les gens ont toujours un peu peur, ils ont toujours une petite appréhension, de dire ah mais il fait chaud, il n'y a pas de glace. Alors surtout, pas de glace quand on stocke les huîtres. Il faut pas oublier que c'est vivant, ça vit à température ambiante, et il faut surtout pas s'amuser à créer de choc thermique ou à faire le yo-yo avec la température. Ça, elle ne supporte pas. Une huître, c'est vraiment quelque chose de très résistant et qui est vivant. Donc il faut le laisser température ambiante, c'est très très bien. Et ça peut rester très longtemps hors de l'eau. C'est vraiment la championne de l'apnée pour ça. Chez nous, dans l'Hérault, en Occitanie en général, l'huître, c'est indissociable de Noël, des fêtes. Est-ce qu'il y a une grosse saisonnalité sur les ventes de l'huître? Alors oui, il y a une très très grosse saisonnalité. Autant dire que Noël, Noël, quand on dit Noël, on parle vraiment des 2 dernières semaines de décembre. Noël et jour de l'an en fait. Enfin, la dernière semaine ou les 2 dernières semaines. C'est là où on va passer vraiment une très grosse partie de notre production. Alors pour les gros, ça peut monter jusqu'à 30%. Pour les petits comme nous, ça peut être 10%, mais ce qui est déjà beaucoup en soi. Parce que 10% de la production réunie en 2 semaines, c'est énorme. Et ensuite, on va dire que le reste de l'année, on va faire des ventes moyennes. L'été, ça reste beaucoup plus calme. Ce fameux mois sans air et il faut pas manger d'huîtres est très incrusté dans la culture. Donc, on va dire, voilà, c'est l'hiver, on en vend beaucoup, l'été, on en vend un peu moins. D'où le fait que les dégustations sont intéressantes, car les gens vont venir sur place découvrir le métier. Et puis, bizarrement, même si on est en été, ça ne dérange pas de manger directement à la production. Comme il y a un côté très rassurant, le fait d'être avec le producteur et d'être sur place. Donc voilà. Et est-ce qu'il n'y a pas... moi, avant de vous rencontrer, on me disait il y a des périodes de l'année où l'huître, elle est laiteuse. Oui. Bah là, on va pas tarder à y être. En fait, la laitance, elle se crée vraiment à la montée des températures de l'eau. On va dire... alors, j'ai plus exactement les chiffres exacts en tête, mais ça tourne autour des 20 degrés. Quand l'eau atteint les 20 degrés et commence à monter tout doucement vers les 30... bon, peut-être pas 30 degrés parce que ça commence à faire beaucoup, mais jusqu'à les 25, 26, 27 degrés. L'huître devient laiteuse, tout simplement. C'est son cycle de reproduction. Et puis, elle va frayer au premier coup de froid. Alors, généralement, chez nous, sur le bassin de Thau, ça va être en août, en septembre, ça dépend vraiment de la météo. Et généralement, c'est le premier gros coup de Mistral un peu froid. Dès qu'il y a une baisse des températures de 2 degrés d'un coup, ça crée vraiment ce petit choc thermique. Là, les huîtres vont frayer. Et puis, le cycle de laitance sera terminé. Et est-ce qu'il y a une différence de qualité au goût ou c'est juste une question de texture? Et ça joue sur le goût et la texture. Alors, sur la texture, ça va donner un côté un peu pâteux. Un peu... ouais, un peu pâteux, c'est ça. Et au niveau du goût, ça donne un côté très crémeux. Alors c'est vraiment particulier. Moi-même, je suis pas forcément fan, mais il y a une vraie aussi demande de la clientèle parfois. J'ai beaucoup de clients qui attendent l'été pour manger des huîtres, parce qu'ils adorent ça. Mais généralement, les gens préfèrent sans. Ouais. Sachant que l'huître, on l'imagine souvent justement sur un petit monticule de glace mangé avec du citron cru. Mais il y a des tas et des tas de recettes pour cuire, pour la paner, pour... Alors là, il y a une multitude de recettes. Le classique, c'est vinaigre, citron, ça c'est la base. Gratiné, on peut faire de superbes choses aussi. Et justement, ce qui sera bien avec les dégustations, même notre future dégustation, c'est qu'on pourra vraiment... On a l'occasion d'explorer plein de pistes au niveau des recettes. Donc ça va être vraiment très intéressant à ce niveau-là. Et accompagné de Picpoul. Forcément.
Du vin sec local, surtout. Et Picpoul, c'est le plus connu. Devenir ostréiculteur, conchiliculteur en général, c'est devenir entrepreneur. Ah bah oui, ça c'est clair. C'est une vraie entreprise avec des gestions de l'eau à gérer, traçabilité, contrôle hygiène, donc de la vente, de la communication. Ouais, c'est une vraie petite entreprise. Stratégie marketing. Exactement. Circuit de plan économique. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on fait pour s'installer à l'Étang-de-Thau ? Donc c'est un cas très particulier, on ne pourra pas parler déjà, donc faut faire ses études dedans, donc bac pro culture marine, ou alors si on n'a pas eu la chance de faire le lycée de la mer, faire une formation, c'est obligatoire. Et ensuite, première étape, faut trouver un mas. Faut trouver un mas et des tables. Ce qui est pas forcément c'est un peu particulier, c'est pas évident de trouver un mas quand même. En fait, si on n'est pas du milieu, c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'on appelle un mas déjà ? Alors, un mas, c'est ce qu'on appelle aussi la cabane au bord de l'eau, j'ai envie de dire. Mais alors, chez nous, on appelle vraiment ça un mas ostréicole. On a beaucoup de lois qui se chevauchent sur les mas, du coup, c'est un peu compliqué d'en avoir un. C'est toujours bien d'avoir une connaissance dans le milieu, en fait. C'est un peu dommage, mais c'est très compliqué de se lancer si on est tout seul, en fait. Et surtout si on vient d'un milieu extérieur un peu à celui-ci. Mais bon, les choses sont en train de changer, ça va bouger, ça va être beaucoup plus accessible qu'avant. Il faut un peu trouver un parrain, c'est ça ? C'est ça, en quelque sorte un parrain. En fait, la plupart du temps, le schéma classique lorsqu'on se lance en ostréiculture, c'est d'abord on travaille pour quelqu'un. Et après, ce quelqu'un va nous aider à trouver ce qu'il faut pour se lancer. Ça a été le cas pour beaucoup de gens que je connais. Moi-même, au final, j'ai fait pareil avec mes parents. Bon, là, c'était mes parents. Mais j'aurais vraiment voulu me lancer seul dans le métier. J'aurais fait d'abord chez un patron. Et ensuite, j'ai dit, écoute, j'aimerais bien trouver un mas. Et il nous aurait accompagnés dans les démarches à suivre. Et un mas, est-ce que tu deviens propriétaire du mas ? Alors non, on n'est jamais vraiment propriétaire du mas parce que, alors là aussi c'est encore un peu particulier, les lois se chevauchent. On a les mas dans le DPM, donc c'est le domaine public maritime. Alors c'est une concession qu'on nous cède le temps de notre activité, ça appartient toujours à l'État, aux affaires maritimes. Et puis il y a les mas dans la partie privée qui, elles, appartiennent vraiment à la personne, mais forcément il y aura toujours une partie dans le DPM puisqu'il faut avoir l'accès à l'eau. Donc du coup c'est à moitié à nous. En quelque sorte. Et est-ce que ça représente... Donc du coup, vous payez un loyer ? Oui, voilà, on paie un loyer sur les impôts tous les ans. D'accord. Et est-ce que ça représente un gros investissement de se lancer la première année ? Ça demande quand même pas mal d'investissement. On va pas se mentir, c'est quand même des chiffres qui peuvent faire vite peur. Mais c'est compliqué de se lancer, mais si on est motivé et qu'on a vraiment l'envie de réussir, après c'est un métier qui nous le rend vraiment bien. Vous êtes des agriculteurs ? On est des vrais agriculteurs, on est des paysans de la mer. Donc est-ce que quand vous vous lancez, vous avez eu des aides de l'État, de la région, etc., jeunes agriculteurs ? On a le droit aux aides jeunes agriculteurs, je crois qu'aussi on a le droit aux aides de PAC, je sais plus ce que PAC, je crois qu'on me l'avait proposé. Enfin, il y a vraiment des aides à disposition, il y a des subventions, il y a surtout en Occitanie où on a vraiment une région qui aide beaucoup les agriculteurs, donc on peut compter sur eux si on veut se lancer. D'accord. Donc vous êtes deux. Vous avez un mas et vous avez 8 tables conchilicoles, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner un ordre de grandeur de combien est-ce que ça coûte quel était votre investissement à la base ? Une table, c'est comme une vigne. Le prix est très variable suivant le lieu où elle se trouve et suivant aussi dans quel état elle est. Et suivant aussi si c'est une table à perche tournante ou non. Forcément, ça demande un peu plus de technologie, j'ai envie de dire. Et une table, en moyenne, on va pas dire en moyenne, on va dire, allez, vous pouvez en trouver en très mauvais état à 500 €, et comme vous pouvez en trouver en très bon état à 30 000 €.
Modifier une table, ça coûte très très cher. Si aujourd'hui on imagine un espace vide, on doit refaire une table de A à Z, il faut partir sur du presque 40 000 euros de main-d'œuvre et de ferraille. Là, tu dis acheter des tables. Oui. Est-ce que celles-là, elles sont à ta propriété ou c'est pareil, ça revient à l'État une fois C'est pareil, ça revient à l'État. Donc il faut les revendre quand. Il faut les revendre à quelqu'un. Donc forcément, on doit passer aux affaires maritimes pour s'occuper de la vente. En fait, à aucun moment on passe chez un notaire. C'est toujours les affaires maritimes qui s'occupent des ventes. J'ai oublié, il y a une autre solution aussi, car une partie des tables appartient à une coopérative, la coopérative des 5 ports. Et c'est vraiment une super coopérative quand on veut se lancer dans le métier, car en fait elle permet d'avoir des tables à un prix assez réduit. Elle s'occupe de l'entretien, donc on part sur des tables qui sont toujours très bien entretenues, elles sont quasiment neuves à chaque fois, et le jour où on n'en veut plus, elle nous rend l'argent qu'on a investi dedans. Par exemple, je dis un chiffre au hasard, si on a acheté 2 tables à 10 000 euros, et ben le jour où on les rend, ils nous rendent les 10 000 euros. C'est vraiment c'est comme une petite, on paye juste tous les mois une petite contribution, c'est pour l'entretien, etc. Ça, c'est pas mal. Après, il faut pas oublier qu'il faut aussi acheter un bateau. Ça, c'est les tables vides. Après, il faut acheter les huîtres pour les remplir. Il faut acheter le mas. Ça demande quand même pas mal d'investissement. Ouais, il y a pas de tracteur, mais il y a un bateau. Mais il faut au moins le bateau. Ouais. Tout à l'heure, tu l'as mentionné un petit peu. Vous avez l'an dernier, donc 2020. Ouais. Vous avez gagné la médaille du concours général agricole. Oui. Donc c'est la distinction la plus prestigieuse quand on travaille dans l'agriculture. Oui. Et la plus reconnue surtout. Oui, c'est qu'elle est très reconnue en France et même dans le monde entier. Donc ça, c'était pour votre huître. Pour la Moana. Pour la Moana, oui. Donc oui. Votre huître d'exception. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'organise Est-ce que c'est vous qui avez pris contact? Est-ce que vous êtes déplacé, tout ça? Alors nous, ça a été un peu particulier. Car en fait, juste avant le CGA, on a participé à un autre concours qui lui était local, la foire de lutte de Bouzigues, et en fait le gagnant se faisait payer le billet de train ou d'avion pour aller à Paris au CGA, et se faisait aussi payer le séjour à l'hôtel pour participer pareil au CGA. Et on a dit tiens, dans tous les cas on voulait participer au CGA, on dit d'abord on va faire ce petit concours pour voir si on est capable d'avoir une médaille. On a remporté ce concours, donc super, on devait y aller et en plus on se le fait payer, c'est génial. Alors du coup on remporte ce premier prix qui était à Perles de Thau. Et donc ensuite, comment on s'organise pour le concours? C'est tout simplement, donc on sélectionne les huîtres qui vont être envoyées. Un monsieur de la chambre de l'agriculture vient chercher les huîtres, scelle la bourriche d'huîtres pour être sûr que voilà, c'est bien celle-ci, que voilà, elles seraient pas ouvertes, etc. Elles sont expédiées à Paris. Nous, du coup, on s'est déplacé à Paris. Malheureusement, on peut pas accéder dans cette fameuse salle où ils testent et ils notent. Et du coup, nous, on se promenait dans le salon en attendant les résultats jusqu'au moment où les résultats sont tombés. Et voilà, la médaille d'or et la fête qui en a suivi. Donc, médaille d'or, on l'a dit tout à l'heure, c'est hyper prestigieux. Ah, oui. Et c'est quoi les retombées pour vous commerciales et puis peut-être d'image? Les retombées sont énormes. Déjà, on passe de petits ostréiculteurs de l'étang un peu inconnus à des jeunes qui se démerdent plutôt pas mal. Il y a une vraie reconnaissance derrière du métier. C'est-à-dire que vraiment, voilà, c'est les professionnels qui nous connaissaient pas forcément, maintenant nous connaissent pour vraiment cette valeur du travail. Et puis aussi, d'un coup, on passe de inconnu à connu, et là on reçoit des appels, car en fait, du coup, l'entreprise est référencée lorsqu'on gagne une médaille sur le site du concours général agricole. Et d'un seul coup, on reçoit des appels de restos, des marailleurs d'autres pays en disant on aimerait travailler avec vous. Et donc en fait, ça ouvre vraiment la porte à plein de possibilités. Et après, c'est à nous de choisir ce qu'on fera de ces possibilités-là, justement. Et les gens sur les marchés, ils vous en parlent de la médaille? Les gens sur les marchés, quand ça fait plusieurs années qu'on fait les marchés, du coup, ça devient aussi un peu des amis, j'ai envie de dire. Et du coup,
Ils savaient qu'on allait participer au CGA. Ils disaient, ah bah on part à Paris, on sera pas là ce week-end, on vous tiendra au courant si on gagne une médaille. Et du coup, ils attendaient les résultats avec impatience aussi. Et quand on est revenu avec la médaille, ils étaient presque aussi heureux que nous. Et puis, eux, ils étaient fiers d'avoir un producteur dans leur ville avec une médaille. Et dire, je mange des produits qui sont médaillés, reconnus pour leur qualité. Et vous avez envie de participer encore l'année prochaine et l'année suivante ? Ah bah nous on est parti sur le principe qu'on participera tous les ans. Même si on vient pas à gagner de médailles d'autres années, c'est pas grave. Il faut surtout pas rester sur ses acquis, toujours essayer de s'améliorer. Et comme on a dit avec Emeline, maintenant on vise plus la médaille d'or, mais on vise l'excellence. C'est vraiment c'est le prix le plus haut qu'on puisse avoir. Il est très compliqué à avoir, mais pourquoi pas. C'est organisé pareil pour le Salon de l'Agriculture ? C'est le concours, ouais, c'est le Salon de l'Agriculture qui l'organise. Et en fait, si je dis pas de bêtises, il faut avoir 3 médailles d'or à la suite avec les notations les plus hautes. Donc c'est vraiment, c'est une dizaine d'entreprises par an qui ont le prix de l'excellence. Quand on s'est rencontrés et qu'on a discuté, il y avait un truc qui te tenait à cœur, c'est de faire comprendre aux gens que la conchyliculture, c'était un type d'élevage qui était très écologique. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, c'est vrai que souvent, on me pose cette question au marché, c'est comment on fait pour nourrir les huîtres ou comment on fait pour les traiter ? Car en fait, on associe beaucoup la production de coquillages avec celle de la production du poisson. Et en fait, c'est pas du tout le cas, c'est complètement différent. Nous, on ne nourrit ni les huîtres et on les traite pas non plus. C'est vraiment la nature qui s'occupe de ça. En fait, nous, en tant qu'ostréiculteurs, on va vraiment venir amener l'huître sur un support ou dans un support. On va faire en sorte qu'elle se développe bien. On va faire en sorte aussi de la protéger de la prédation ou des aléas climatiques. Et après, c'est vraiment la nature qui fait le reste. Donc, c'est vraiment un métier proche de la nature et vraiment écologique. On n'a peut-être pas le label bio, mais il n'y a pas plus bio que ce métier. Voilà. Oui, il y a un critère qui est très marquant, c'est que c'est la qualité du milieu qui fera la qualité de l'huître en grande partie. Exactement. Et on a la chance d'avoir des collectivités autour du bassin de Thau très dynamiques et très sensibles à notre métier. Et que ça soit Sète, Metz, Marseillan, même Villevera qui est un peu plus dans les terres, tous ces villes-là ont investi d'énormes moyens pour tout ce qui est station d'épuration, traitement des pluies, des eaux usées, etc., le pluvial. Et car ils savent très bien que du coup la qualité de l'eau a un impact forcément sur la qualité du produit. Et aujourd'hui, on a atteint une qualité d'eau exceptionnelle comme il y a 50-60 ans en arrière. On a des espèces qui reviennent de plus en plus dans les temps. Vraiment, voilà. Tu l'as dit tout à l'heure pour l'huître plate qui maintenant, parce que la qualité de l'eau est redevenue très bonne, exactement. Elle commence à être de nouveau présente dans le milieu. Voilà, exactement. On peut refaire de l'huître plate alors que c'était pas possible il y a encore 10-15 ans. On ne dit pas aussi, les temps de Thau, c'est une richesse écologique, biologique immense. C'est énorme. Si je dis pas de bêtises, c'est 400 espèces marines différentes, 200 espèces végétales différentes. C'est énorme. Aujourd'hui, on a des grands nacres qui reviennent à foison, pendant que sur toutes les côtes françaises, elles disparaissent. Et dans les temps, elles se développent comme elles se sont jamais développées. Vraiment, on a un milieu qui est incroyable et on a vraiment la chance d'avoir ces collectivités qui en ont pris conscience et qui font tout pour protéger le milieu. Oui, et comme espèce emblématique, on a l'hippocampe. Et oui, le fameux hippocampe qui est un vrai thermomètre de la qualité de l'eau d'ailleurs. Un hippocampe ne vit pas du tout dans une eau qui est polluée ou qui est pauvre en nutriments, car c'est un animal qui est tellement sensible et il a toujours été présent dans les temps de Thau, encore plus aujourd'hui, pardon. Et voilà, c'est vraiment notre thermomètre et c'est un peu aussi notre carte postale de l'étang de Thau. Bon, maintenant, on va passer à la partie du podcast où je te pose des questions que j'ai posées à tous les autres invités. Allez. Donc, est-ce que tu as un message pour les jeunes qui veulent se lancer conchyliculteurs dans l'étang de Thau ? Lancez-vous. Ça peut faire peur un petit peu au début, mais c'est un métier avec plein d'avenir. C'est un métier qui est encore en plein développement. Rien n'est figé.
Il y a une très bonne dynamique aussi. Il y a beaucoup d'aide pour les jeunes. Au début, c'est dur, on va pas se mentir, c'est un métier d'agriculture, tous les métiers d'agriculture sont durs, on subit les aléas climatiques, mais par contre, une fois qu'on y arrive, il nous le rend merveilleusement bien. Est-ce qu'il faut qu'ils viennent te voir pour avoir un stage ou pas ? Moi, il n'y a pas de souci, je prends des stagiaires, je donne des conseils, je suis pas du tout fermé. Alors, est-ce que t'aurais une recommandation culturelle ? Alors, recommandation culturelle, pour la blague, je vais dire Nemo, car c'est le seul film que je connais qui parle de l'eau. Pardon. Après, on peut parler aussi du livre de Jonathan Poncelet, qui est un livre de cuisine, qui est très intéressant parce que on parle dedans des produits locaux, notamment de l'Occitanie, et de ses producteurs. Et, dedans, vous pouvez nous y retrouver aussi. Il y a une petite biographie sympa. Et c'est très intéressant. Au niveau des recettes aussi, elles sont superbes. Et plein de belles photos. Et de très belles photos. Et si tu pouvais voyager dans le temps, te rencontrer toi-même à l'âge de 16 ans, qu'est-ce que tu te dirais ? Alors moi, à l'âge de 16 ans, qu'est-ce que je me dirais ? Du coup, à 16 ans, j'étais où ? J'étais au lycée, du coup. Peut-être que je me dirais, développe un peu plus la dégustation et un petit peu moins les marchés. Alors les marchés, c'est super, hein, j'adore faire les marchés, mais il y a vraiment ce côté dégustation qui est vraiment un côté du métier qui n'était pas développé et qui est superbe en fait. Et je pense si un jeune veut se lancer, il faut qu'il s'oriente plus vers ça, pour moi. C'est une façon plus facile de gagner sa vie et tout en se régalant dans son métier, car les gens viennent directement chez vous découvrir et le mas, les produits et la lagune, et ça permet vraiment de valoriser. Alors valoriser sur les marchés, c'est super, mais le faire sur place, c'est beaucoup plus simple d'expliquer aux gens avec des images concrètes, en fait. Et voilà. Je pense que je me dirais ça. Concentre-toi sur la dégustation. Est-ce que tu peux me suggérer un invité pour un prochain podcast ? Alors, un invité qui pourrait être assez intéressant, c'est mon pote, j'allais dire Moana, mon pote Manoa, qui est vigneron, qui fait du vin de superbe qualité. C'est une petite exploitation familiale. Tous leurs vins ont minimum 10 ans d'âge et c'est un vigneron qui sort un peu de l'ordinaire, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant pour toi à interviewer. Trop cool. Bon, et maintenant l'instant promo. Où est-ce qu'on peut vous suivre et où est-ce qu'on peut acheter vos produits ? Alors, nous suivre donc sur les réseaux sociaux, on est très présents. C'est Emeline du coup qui est très présente. Donc sur Facebook, c'est Quentin et Emeline. Emeline avec 2 M, hein, c'est très important. Donc Quentin et Emeline, producteurs de coquillages sur les temps d'auto. Sur Instagram, pareil. Et puis après, pour venir goûter nos huîtres, ça sera directement à la production. Donc au Mont-Blanc, les coordonnées sont sur Facebook de toute façon, ou même sur Google, on est très bien référencé. Sinon sur les marchés, donc les marchés en Ardèche ou dans le Gard, moi je suis sur le marché des Vences et Emeline elle est sur le marché de Saint-Quentin-la-Poterie, à côté d'Uzès. Mais voilà, si vous avez des questions, faut surtout pas hésiter à nous envoyer un message, on répond tout le temps et assez vite. Ok, trop cool, merci beaucoup Quentin. Merci à toi. Allez, à plus. Allez, bye, ciao. Et voilà, cet épisode de Poids Plume est déjà terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. Dans le prochain épisode, nous serons avec Christophe Dehaudy, spécialiste de la cueillette et de l'utilisation des plantes sauvages et fondateur du Chemin de la Nature, géniale entreprise de formation pour les botanistes et herboristes. En attendant, je vous invite à nous suivre sur nos comptes Instagram oiseau.bondissant et Poids Plume Podcast. Si l'épisode vous a plu, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire. Et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt!